L'invité café. Elle occupe l'un des plus gros portefeuilles, un des plus gros fauteuils du gouvernement Broderson, puisqu'elle est à la fois ministre de la fonction publique, de l'emploi, du travail, de la modernisation de l'administration et de la formation professionnelle. Vanina Krolas, bonjour. Bonjour Ibrahim, Et merci d'accepter donc notre invitation. Alors, première question, comment se porte l'emploi au pays ? Alors, d'après les dernières statistiques que nous recevons la CPS, l'emploi se porte très très bien. C'est-à-dire ? Donc nous avons atteint un niveau qui n'a jamais été atteint. Nous sommes à 71 000 à peu près, emplois salariés. Donc voilà, le secteur de l'emploi se porte très très bien. Alors, ça n'a rien à voir avec nos interventions, c'est juste l'activité économique qui se porte très bien. Voilà. D'accord, c'est le travail de vos prédécesseurs aussi ? C'est le travail de nos prédécesseurs, mais aussi la confiance qui n'a pas disparu avec l'élection du nouveau gouvernement. Et du coup, alors, vous avez des chiffres concernant le nombre de chômeurs ? Alors, le nombre de demandeurs d'emploi enregistrés. Le nombre de chômeurs, de demandeurs d'emploi auprès du CECHI est à hauteur de 10 000 maximum, mais ça ne retrace pas vraiment le nombre de personnes sans emploi. Sans emploi. Voilà, le nombre de personnes sans emploi, d'après l'enquête de l'ISPF en 2022, s'élève à 85 800 personnes sans emploi, desquels il faut retirer effectivement ceux qui sont toujours en études. Mais sinon, au total, nous avons près de 55 000 personnes qui ne travaillent pas, en fait. Et qui ne cherchent pas à travailler ? Et qui ne cherchent pas à travailler. Alors, De cela, il faut ajouter les 10 000 qui, eux, cherchent activement un emploi et donc ils sont enregistrés au CECHI et donc qui vraiment font la démarche de rechercher un emploi activement. Alors, la loi sur la protection de l'emploi local, votée en 2019 et appliquée l'an dernier, a-t-elle débouché sur quelque chose de positif finalement ? Positif, oui, mais bon, très très peu. Puisque lorsqu'on fait les statistiques aujourd'hui, depuis la mise en application de la loi en 2019, qui a été appliquée qu'en 2022, donc depuis juin 2022, octobre 2022 jusqu'en juin 2023, on constate en fait que sur 40 000 embauches effectuées, il n'y a que 2 800 à peu près emplois éligibles à la protection. D'après les critères en fait définis dans la loi du pays qui a été adoptée en 2019. Donc finalement, il y a à peine 9% de la population, des emplois qui sont effectivement protégés. D'autant plus qu'il n'y a pas eu de mesures de contrôle en fait pour s'assurer que cette loi est bien appliquée. Donc on a édicté des règles, mais derrière, il n'y a pas vraiment de dispositif de contrôle qui permet, parce que sur les 2800 emplois éligibles à la protection, il n'y a finalement que 750 offres d'emploi qui sont passées par le CECHI et donc pour lesquelles il y a eu une attestation de carence locale qui justifie en fait le recrutement à des personnes non résidentes. Et qu'est-ce que vous allez faire alors en la matière ? Accentuer les contrôles ? Alors, il y a effectivement ça, mais il y a surtout à revoir certainement la loi, puisque le secteur public qui échappe en fait à cette protection, puisque la loi sur la protection de l'emploi local ne concerne que le secteur privé. Alors que l'administration est le plus gros employeur du pays. Donc, c'est d'étendre certainement cette loi du pays au secteur public, mais là, une première tentative avait déjà été faite entre 2006 et 2019. Donc, il faut qu'on s'assure vraiment de la légalité du dispositif, puisque nous sommes en République française une et indivisible et avec le principe d'égalité, de liberté qui, en fait, ne peut pas, auquel on ne peut pas déroger. Et donc, c'est un travail qu'on doit faire avec les services de l'État
pour s'assurer de la légalité du dispositif qui avait déjà été rejeté à 3 reprises. Et donc, mais pour nous, on ne peut pas s'en sortir tant qu'on reste, tant qu'on n'a pas une reconnaissance officielle de notre statut de résident et de peuple polynésien auquel des droits devraient être protégés, enfin pour lesquels des droits devraient être protégés. Donc la citoyenneté pour nous devrait être un des moyens pour réduire des difficultés d'emploi, mais aussi d'accession à la propriété de beaucoup de nos résidents, enfin de nos locaux, avant l'accession à la souveraineté, qui pour nous est la solution qui nous permettra vraiment d'en finir avec ces problèmes. Alors, dans le secteur de la santé, une centaine de postes sont vacants, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas de compétences locales pour les occuper? Oui, effectivement, dans le domaine de la santé, il y a des compétences qui n'existent pas chez nous, enfin, pas en tout cas de manière suffisante. Les médecins, les infirmiers et même les aides-soignantes, puisque depuis la fermeture de l'école d'infirmière, nous sommes en déficit de main-d'œuvre sur ces secteurs-là. Et donc, ce qui nous oblige à aller recruter à l'extérieur, et notamment en métropole. Heureusement que la convention avec l'Université de Bordeaux nous permet de disposer d'un certain nombre d'internes qui viennent donc combler le déficit qu'il y a au CHPF. Mais il y a un gros travail de gestion prévisionnelle de ces emplois pour justement orienter nos étudiants, nos enfants vers ces métiers où il y a un réel besoin. Oui, parce que c'est la question que j'allais vous poser. La faute à qui? C'est une mauvaise orientation, une mauvaise formation? En tout cas, c'est une mauvaise... c'est l'absence d'anticipation, en fait. On ne sait pas... D'abord, jusqu'à présent, on n'avait pas vraiment de projet de société. Aujourd'hui, nous avons un projet de société sur lequel s'appuie notre programme et qui... au bout du compte, doit nous faire arriver à l'accession à la souveraineté. Et pour y arriver, nous avons besoin de main-d'œuvre qualifiée. Et donc, on doit orienter notre formation initiale. Et aujourd'hui, notre formation professionnelle qui vient combler un peu les lacunes de la formation initiale vers ces secteurs clés. C'est le but, en fait, de la sectorisation aujourd'hui des mesures d'aide à l'emploi qui permet d'orienter les moyens du pays vers ces secteurs prioritaires qui, pour nous, devraient permettre un développement durable de notre pays. Alors, vous avez entendu un de nos reportages tout à l'heure dans notre journal qui revenait sur la situation des employés d'Interroute, une situation qui a mis alors en évidence ici l'absence de dispositifs pour pallier la perte involontaire de son travail. Caisse chômage ou fonds d'aide, vous tranchez vers quel dispositif? Pour quel dispositif? Alors, en tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas de caisse chômage et nous nous en réjouissons. Même si les avis sont partagés au sein du Tavini et puis, comme on l'a vu, au sein du gouvernement, parce que, d'abord, ce n'est pas dans notre programme. La caisse chômage n'est pas prévue dans le programme du parti sur lequel nous avons été élus. Mais néanmoins, on ne peut pas laisser effectivement ces personnes qui perdent leur emploi sans rien faire. Donc, au niveau du CEFI, pour les employés d'Interroute, dès le lendemain de l'annonce de la liquidation de la société, nous avons reçu les dirigeants et le personnel, les délégués du personnel de l'Interroute, et nous leur avons donc demandé de nous transmettre la liste de l'ensemble des employés, et pour chacun, nous avons identifié un parcours de réinsertion et d'accompagnement pour que, justement, ils puissent retrouver le plus rapidement un emploi. Parce que la valeur, je le répète, la valeur du travail pour nous est essentielle, parce qu'il ne s'agit pas seulement... il s'agit de dignité d'abord, et puis d'insertion sociale et économique. Et donc, puis d'ailleurs, nous sommes tous chrétiens, et pour nous, on doit gagner notre pain à la sueur de notre front. Voilà,
c'est important de vraiment remettre au goût du jour la valeur du travail. Du travail. Alors, cela dit, est-ce que tous ont un parcours défini de réinsertion ou alors dans cette société, ou alors il y en a qui sont restés sur le bord de la touche? Alors, tous ont reçu un parcours d'insertion. Alors, il y a un certain nombre d'employés qui partaient à la retraite, qui étaient en fin de carrière. D'autres qui ont été recrutés immédiatement par des entreprises concurrentes, en fait. Et certains, par contre, doivent suivre une formation, une réadaptation en fait de leur qualification pour tenir compte des besoins de main-d'œuvre actuelle de notre marché. Donc pour vous, pas de caisse de chômage, même pas un dispositif d'aide pour les employés? Si, ben justement, c'est ce que je disais, un dispositif d'aide pour les employés. Alors, comment il fonctionnerait dès qu'ils sont identifiés justement comme licenciés économiques ou ils ont perdu leur emploi, ils doivent se manifester auprès du CEFI qui ensuite active toutes les mesures, tous les dispositifs d'aide à l'emploi. On en a quand même pour 5 milliards chaque année. Et donc, eux bénéficient en priorité de ces mesures d'aide à l'emploi, de même que d'autres publics prioritaires sont également pris en charge, comme les SDF et tout. Donc voilà, ils reviennent en fait dans le dispositif des mesures d'aide à l'emploi. Alors, vous avez maintenu l'apprentissage en reconnaissant le bon travail réalisé par votre prédécesseur. En revanche, concernant les CAE, alors vous avez préféré réorienter ce dispositif vers d'autres secteurs. Pourquoi ? Alors, parce qu'on se rend compte justement de l'inefficacité du dispositif depuis sa mise en place. L'apprentissage est encore en phase expérimentale. On a encore 2 ans pour nous assurer de son efficacité. Mais en tout cas, à aujourd'hui, il est en tout cas plus efficace que les CAE parce qu'il y a un taux d'insertion réel au bout du compte. CAE, pendant des années, ça a été considéré comme un amortisseur social, alors que ce n'est pas le but. Le but d'une CAE, c'est d'abord la montée en compétences. Donc, c'est un stage, en fait, qui doit permettre aux bénéficiaires d'apprendre de nouvelles choses, de se qualifier et d'avoir une certaine montée en compétences pour ensuite déboucher sur un emploi. Or, l'insertion réelle n'a concerné que 14% des bénéficiaires, alors que c'est sur ce dispositif que les moyens du pays ont été orientés en priorité. 13 milliards, plus de 13 milliards depuis 2019. Aujourd'hui, donc, nous sommes contraints, sur la base du bilan de l'inefficacité de ce dispositif, de réorienter vers les secteurs prioritaires. Donc, ce sont les secteurs du primaire, donc l'agriculture et la pêche, les énergies renouvelables, le tourisme, bien sûr, et l'économie numérique et l'audiovisuel, qui, pour nous, est un secteur, d'abord, qui attire beaucoup de nos jeunes, et puis surtout très prometteur. Et puis dans ce cadre-là, des discussions sont actuellement en cours entre notre président et certains GAFAM pour que justement on puisse développer notre pays sur la base de ce secteur-là. On parlait des jeunes justement il y a un instant. Vers quel secteur est-ce que vous les inciteriez à se former aujourd'hui pour trouver du travail ? Alors, aujourd'hui, ça dépend du niveau de qualification des jeunes. Bien sûr, ceux qui s'orientent vers les études supérieures, c'est vers les secteurs qui sont actuellement exercés par l'État. Le secteur de la justice, la santé, bien sûr, puisque là, il y a un réel déficit de main-d'œuvre, mais aussi vers la justice et les métiers d'avocat, vers également la création d'entreprises, parce que ce n'est pas l'administration qui crée de la richesse, c'est vraiment le secteur privé. Donc, vers ce secteur de management et vers les énergies renouvelables aussi, puisque nous avons un fort potentiel. Donc, il y a un travail à faire au niveau de la recherche
Ensuite, pour les qualifications moins, comment dire, qui ne demandent pas vraiment d'études supérieures, c'est plus vers le secteur du bâtiment, parce que mine de rien, on a de gros chantiers qui devraient voir le jour à partir de l'année prochaine. Donc il y a également le secteur du bâtiment, et là, c'est le CFPA qui s'occupe en fait de mettre en adéquation la qualification de nos jeunes avec les besoins des sociétés. Et puis surtout, comme on le disait, vers le secteur primaire et la pêche. Là, au niveau de la pêche également, on a un réel déficit d'abord de formateurs de marins, mais aussi de marins, parce que c'est un travail assez pénible, parce que cela demande de quitter sa famille et tout pour des campagnes de pêche qui peuvent durer plusieurs mois. Et donc, c'est pas facile de trouver, à moins d'être vraiment, d'avoir une vocation et d'être passionné. Il y a aussi des besoins, si on veut justement doubler nos moyens, il faut également que la main-d'œuvre accompagne ces moyens. Merci beaucoup, Vanina Krolas, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Je rappelle que vous êtes la ministre de la fonction publique, de l'emploi, du travail, de la modernisation de l'administration et de la formation professionnelle. Merci. L'invité café.